Travailliste Omer Bar-Lev, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes également ancien commandant de la prestigieuse unité de l'armée israélienne Sayeret Matkal, qui est un commando d'élite. Vous avez une grosse expérience évidemment dans ce domaine militaire. Je voudrais qu'on évoque d'abord avec vous, Omer Bar-Lev, la situation très complexe en Syrie. On a vu aujourd'hui encore que la Russie évoquait peut-être l'envoi des fameux missiles antiaériens S-300 pour empêcher Israël d'intervenir contre l'Iran en Syrie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est au bord de ce fameux conflit régional qu'on annonce là, ou est-ce qu'au contraire les choses peuvent se calmer? Oui, je crois que nous sommes au bord d'un conflit. La question est de savoir si tous les acteurs autour de nous auront l'intelligence de franchir le Rubicon et qu'ils tomberont dans ce grand fossé. Personne n'en veut. Israël ne veut pas d'un conflit, mais elle ne veut pas non plus d'une implication iranienne en Syrie, qui comprend l'activation de drones armés. Israël ne veut pas voir les Iraniens à sa frontière syrienne. Nous ne voulons pas voir les Iraniens armer le Hezbollah d'armes sophistiquées. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue israélien, je suppose que vous le savez et que vos téléspectateurs le savent, je fais partie de l'opposition, mais sur ce sujet, cette politique du gouvernement est une politique juste. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à la situation où les Iraniens pourront décider d'une minute à l'autre d'allumer cet incendie. Et cela peut se faire à nos dépens pour diverses raisons, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec Israël, des tensions avec les Russes ou des tensions entre sunnites et chiites par exemple. Alors oui, pour éviter cette situation, Israël peut payer le prix d'une guerre. Vous l'avez dit, une confrontation est possible avec l'Iran via la Syrie. Est-ce qu'Israël a les épaules, tout simplement, aujourd'hui, pour faire face à une guerre qui sera très différente que celle qu'on a pu connaître face au Hamas, notamment? Tout d'abord, Israël ne souhaite pas ouvrir les hostilités avec l'Iran, mais si l'Iran décide de déclencher des hostilités face à l'État hébreu, je peux vous dire que les capacités israéliennes sont largement au-dessus de celles du régime iranien. Si je peux d'ici solennellement donner un conseil aux Iraniens, c'est de ne pas bouger le petit doigt parce que si l'Iran intervient directement ou via ses proxys, nous parlions du Hezbollah tout à l'heure, nous avons un tout petit pays, nous employons à le protéger et quiconque décide de nous attaquer, nous répondrons avec la plus grande vigueur. Alors, Benjamin Netanyahou, dont on a compris que vous n'étiez pas du même bord politiquement, depuis longtemps, veut qu'on soit plus ferme avec l'Iran, notamment sur le nucléaire. Il semble demander d'ailleurs aux États-Unis, et Trump va peut-être le faire, de se retirer de l'accord de Vienne. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose pour Israël que les Américains se retirent de l'accord nucléaire de Vienne? Je crois qu'il ne serait pas bon que les États-Unis se retirent de cet accord. Il faut se rappeler que cet accord traite de la nucléarisation de l'Iran. Il n'évoque en rien les missiles balistiques de l'Iran. Moi, je soutiens que l'on impose des sanctions à l'Iran sur son programme balistique. La France en parle, le Royaume-Uni également. Et si le président Trump réussit, en étroite collaboration avec les Français et les Britanniques, à déjouer et à convaincre la communauté internationale que ce programme balistique met en danger non seulement Israël mais l'ensemble de la communauté internationale et qu'il soit capable de déjouer ce programme, je crois que ce serait une bonne chose. En revanche, je ne crois pas
qu'un retrait américain de cet accord, même si on peut en discuter, même si cet accord n'est pas le meilleur accord qui puisse avoir été trouvé. Mais sortir de cet accord, ça permettrait aux Iraniens, eh bien, de jouir sur tous les tableaux, c'est-à-dire qu'il ne serait plus sous l'inspection de la communauté internationale et qu'il pourrait continuer à développer son programme nucléaire. Alors, Omer Bar-Lev, on l'a dit, vous avez un passé militaire très prestigieux. Vous avez participé notamment à l'opération Entebbe, pour ne citer qu'elle. Justement, avec ce regard-là, comment vous évaluez ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza? Beaucoup reprochent à l'armée israélienne, par exemple, de riposter par des balles réelles aux attaques dont ils font l'objet. Est-ce que c'est peut éviter ce genre d'incident lorsque les soldats se retrouvent dans ces situations? On le voit, des pneus brûlés, ils sont attaqués. Est-ce qu'ils peuvent éviter d'utiliser des balles réelles? Rappelons-nous de quelque chose. L'État d'Israël a une frontière reconnue internationalement entre Israël et la bande de Gaza. Les Palestiniens tentent de franchir cette frontière pour eh bien, parvenir aux localités israéliennes de l'autre côté de la frontière. Par conséquent, ces actions sont illégales et chaque État est en droit de protéger ses frontières et de faire en sorte que cette souveraineté ne soit pas violée. C'est ce que fait l'État d'Israël. Il faut se souvenir que l'armée israélienne n'est pas une compagnie d'assurance. L'État d'Israël a clairement signifié aux manifestants de ne pas franchir cette frontière. Et nous savons bien que ces manifestants sont manipulés par l'organisation du Hamas. C'est la raison pour laquelle les consignes de tir qui sont données aux soldats, et je connais bien ce sujet parce que je suis membre de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense. Ces consignes-là, eh bien, elles concernent uniquement les hommes qui tentent de franchir la frontière. Eh bien, ordre est donné aux soldats de leur tirer dans les jambes pour les en empêcher. Mais comme je l'ai dit, Tsahal n'est pas une compagnie d'assurance, si bien qu'il peut y avoir des incidents ci et là. Mais il y a toujours à côté de chaque soldat un supérieur hiérarchique qui lui donne l'ordre de tirer. Et on ne peut pas éviter des morts, des blessés, et la responsabilité incombe avant tout au Hamas. D'un autre côté, je voudrais dire ceci. Il existe une détresse économique dans la bande de Gaza. Je crois que les pays donateurs devraient faire un effort supplémentaire pour sortir cette enclave palestinienne de cette économie aux abois, et Israël encourage cette démarche. Je crois que les pays européens, et je m'adresse aux Européens, à vos téléspectateurs, demandez à vos pays, demandez à vos gouvernements d'investir dans la bande de Gaza des projets électriques, des projets civils, des projets d'épuration des eaux. Je crois qu'il faut indéniablement améliorer les conditions de vie des Palestiniens, des Gazaouis, parce que tout peut exploser à tout moment. Dernière question, parce que le temps passe évidemment, mais un mot de politique quand même, parce que vous êtes engagé évidemment au Parti Travail, vous n'avez pas été porté élu à la présidence du parti, c'est Avi Gabay qui est là aujourd'hui. On a l'impression que Netanyahou, s'il y avait de nouvelles élections aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a contre lui et les affaires notamment, reste l'homme politique préféré des Israéliens. Comment vous l'expliquez? Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un prophète, je ne sais pas l'expliquer, mais ce que je puis vous dire, c'est que avant chaque élection, eh bien, personne ne sait prédire les résultats du scrutin. Je crois que nous devons rester attachés à nos valeurs, à nos principes. Nous devons faire un effort de pédagogie vis-à-vis du public israélien et des Israéliens qui devront faire le choix fatidique le moment venu. Merci en tout cas pour cet éclairage, Omer Bar-Lev, député travailliste. Donc merci d'avoir été l'invité du Grand Live. Merci à vous. Merci beaucoup.